Donc, mesdames et messieurs, chers participants, c'est un honneur pour moi en tant qu'enseignant, mais aussi en tant que bénévole investi sur le sujet de la respiration au côté de l'UTA, de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence consacrée à un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la respiration au service du bien-être et de la réussite scolaire. Je suis désolée, je garde toujours mes anciennes habitudes d'enseignant, à savoir qu'il me fallait toujours un support malgré tout. Donc, dans un monde où le stress et la pression s'invitent trop souvent dans le quotidien de nos élèves et de leurs enseignants, il est de notre responsabilité collective de leur offrir des clés simples, concrètes et scientifiquement reconnues. La respiration, par sa simplicité, sa puissance et son accessibilité, est l'un de ces leviers précieux. C'est un outil naturel, toujours disponible et gratuit. On ne le dira jamais assez, c'est totalement gratuit et à la portée de tous. Je tiens à saluer la présence de M. Yves-Vincent Davout, ainsi que le coordonnateur du programme Respirons la santé, M. Guillaume Charlettine, et également la présence de tous les acteurs mobilisés autour de cette démarche innovante et humaine. Puissent ces échanges nourrir notre engagement et renforcer l'attention que nous portons au bien-être éducatif. Je vous souhaite une conférence enrichissante et porteuse d'avenir. Si. Alors, juste sur les interventions, on va falloir parler relativement. Enfin, voilà. Et assez fort, ouais. Bonjour, bienvenue. Merci pour l'introduction, Dominique. Donc, je suis Guillaume Charlettine, je suis en charge au sein de l'unité d'Aveyron de développer et de coordonner le dispositif Respirons la santé. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail et notamment des actions à travers la thématique de la respiration qu'on a été amené à réaliser, qu'on pourra bien sûr continuer à intervenir auprès de ce public-là. Pour remettre un petit peu dans le contexte du dispositif Respirons la santé, la respiration pour nous c'est un pilier phare, c'est quelque chose qui est vraiment déterminant pour une personne, un individu, en termes de vitalité, en termes de bien-être. C'est quelque chose qui est comparable un petit peu à l'activité physique et à l'alimentation, des sujets qui sont très importants pour les grands et les petits, et des sujets qui sont quand même pas mal aussi pris en charge par différents intervenants, différentes structures. Il est pour nous important d'apporter une discipline différente, si je peux l'appeler comme ça, une pratique différente, au même titre que l'activité physique et l'alimentation, à savoir la respiration. Ce qui nous a marqué un petit peu dans un premier temps, quand on regarde un petit peu les chiffres sur la respiration, c'est de s'apercevoir que non seulement on n'apprend pas à respirer, mais quand on observe les gens, donc certaines études ont montré que les gens ne respirent pas de la bonne manière. Ce qu'on ne sait pas, c'est que quand on ne respire pas de la bonne manière, ça a des effets néfastes sur le quotidien et sur la santé. Donc il était important pour nous d'essayer de créer un dispositif, d'avoir l'ambition de sensibiliser en fait l'ensemble des réunis à cette chose-là, à prendre conscience de leur respiration et à les accompagner, bien sûr, et les éduquer pour pouvoir tendre vers une pratique régulière de la respiration au quotidien. Tout ça dans un but de bien-être et d'épanouissement dans chaque chose que ces personnes vont entreprendre. Alors, depuis maintenant fin 2021-2022, on a proposé différents ateliers pour différents publics, grand public, à l'école, les jeunes, en association, sur des manifestations, qui nous a amené à toucher un peu plus de 5000 personnes depuis ces 3 dernières années, avec à peu près un peu plus de 1000 interventions différentes. C'est des actions qui sont sociales et solidaires. On fait ça pour impacter les gens dans leur vie, dans leur santé, et justement aussi casser cette barrière qu'il peut y avoir et laisser la possibilité à toute personne de pouvoir découvrir cet outil qui est formidable. Donc démocratiser la pratique de la respiration, au même titre que l'activité physique et l'alimentation, il est important de commencer
avec les plus jeunes, de leur donner cet outil pour qu'ils puissent être maîtres de leur santé. On sait très bien que ce soit par exemple sur l'activité physique, un enfant qui pratique à l'âge, quand il est jeune, c'est un adulte qui va en général être très actif. Donc on a cette même vision sur la pratique de la respiration. Il y a une autre chose aussi qui nous a marqué, qui est aussi sur le côté local, une expérimentation qui a eu lieu avec David Ouar, qui est un spécialiste sur les exercices de cohérence cardiaque, et Michael Gauthier, donc, qui est enseignant-chercheur en psychologie à l'Université de l'Allemagne, qui ont mené une étude, notamment sur la pratique d'une respiration, la cohérence cardiaque, peut-être certains parmi vous connaissent. Et dans cette expérimentation, ça a été laquelle? Ça a été d'avoir des enseignants volontaires dans différents établissements, de les enseigner, de les former, oui, à cette pratique-là, pour qu'ils pratiquent déjà dans un premier temps peu pour eux, et ensuite de le mettre en place de façon régulière à l'école. Donc dans l'expérimentation, vous avez choisi de pratiquer 2 fois par jour 3 minutes pendant un mois. Les effets, ça a été des effets plutôt positifs, donc on voit que, au final, même si l'action est au bénéfice des élèves, on a pas mal évalué les enseignants, avec notamment une perception du stress qui a diminué, une amélioration du climat et de l'efficacité personnelle dans sa gestion de classe, et les élèves aussi avaient une amélioration sur la perception du stress. La limite de cette étude, c'était la perception de la qualité de vie, où se posent des questions sur certaines notions, si elles étaient bien comprises par ce type de public jeune. Donc c'est une expérimentation qui n'a pas perduré, sûrement aussi parce que le Covid est passé par là. Et justement, c'est venu casser un petit peu ce côté un peu avec le lien qu'on peut avoir avec l'extérieur à travers la respiration. Et on regarde, comme je le dis, de nos ambitions à travers la jeunesse, de cette thématique et de cette expérimentation qui nous conforte, et nous porte à cœur de pouvoir intervenir directement dans les établissements scolaires. Alors, depuis quelques années, moi et mes collègues, on intervient directement. Dans un premier temps, on a voulu toucher les élèves. Donc, on a fait pas mal de ce qu'on appelle de sensibilisation, donc des temps où on va faire prendre conscience chacune des personnes de là où elle en est au niveau de sa respiration. Donc, c'est pas juste parler, c'est aussi qu'elle réalise des exercices avec son corps. Lui faire confronter avec ce qui serait comme idéal de respiration, lui donner les premiers outils pour qu'elle puisse essayer de rééduquer, réapprendre à respirer. Et ensuite, en fonction des interventions, on leur permettait aussi de leur montrer comment la respiration peut être un outil au quotidien pour faire face à différentes choses, à différentes émotions, notamment le stress, qui est un sujet qui nous est pas mal demandé, parce que même les enfants aussi sont sujets au stress, parlent de stress de plus en plus tôt, et la respiration est un outil qui répond justement à ça. Donc on a fait à peu près un peu moins d'une centaine d'interventions à ce genre en milieu scolaire. On a touché pas mal d'enseignants en tant que sensibilisation pure pour eux. On les a formés aussi, donc je vais vous en parler juste un petit peu après, donc formés au même titre que l'expérimentation à cette technique respiratoire de la cohérence cardiaque pour qu'ils puissent être capables de faire pratiquer ces élèves au quotidien. Et du coup, pas mal d'élèves et d'établissements bénéficiaires sont occupés. En termes d'intervention, il y a encore des choses, je vous fais part de ce qui est en cours pour cette fin d'année. Donc on a continué et de plus en plus, c'est tant mieux, j'ai envie de dire, ça fait un peu effet boule de neige entre enseignants, infirmières, chefs d'établissement qui discutent et qui parlent des interventions qui ont eu lieu, donc des actions qui peuvent avoir lieu de sensibilisation pour les élèves, de formation, donc il y a 3 établissements scolaires qui sont programmés pour cette fin d'année, et aussi des sensibilisations donc, sur les regroupements d'infirmières ou d'assistantes sociales. En termes d'intervention, si on fait schématique, à ce jour, on propose 2 types d'interventions. Une intervention plus de sensibilisation, qui va être plutôt ponctuelle,
qui peut être majoritairement à destination des élèves, mais avec plaisir, on peut venir sensibiliser aussi les enseignants, les infirmières ou tous les professionnels de l'éducation. En fonction des possibilités, je peux m'adapter, on peut s'adapter sur des interventions d'une heure, parce que des fois, c'est le rythme scolaire sur une heure, ils peuvent se dégager. C'est vrai que je ne vous cache pas que dès que je peux faire plus d'une heure, à une heure et demie à 2 heures, j'essaie de l'inciter dans ce sens-là, parce que il y a tellement de choses à partager, d'avoir le temps aussi d'échanger, de répondre, de voir des cas particuliers en fonction des demandes. Il est plutôt mieux d'être sur une heure et demie à 2 heures. Quand on fait appel à nous, en général, c'est toujours quelque chose qui est lié au stress. Donc il y a vraiment une demande d'outils supplémentaires par rapport au stress, par rapport aussi à la préparation des examens. Donc on essaie d'amener au moins 2 à 3 exercices phares qui puissent le maîtriser, le comprendre, le reproduire de façon autonome. Et c'est vrai que faire ça sur une heure, c'est un très grand défi. Donc voilà, pour que vous ayez une idée un petit peu du type d'intervention. À chaque fois, l'idée est toujours de leur faire prendre conscience de leur propre respiration et leur expliquer que respirer d'une certaine manière ou d'une autre amène leur état, les fonctions physiologiques ou psychosociales à les amener dans le sens qu'ils souhaiteraient en fonction de la situation. D'un point de vue plus pour les professionnels, les enseignants, infirmières, ce qu'on propose, comme je vous ai parlé par rapport à l'expérimentation de tout à l'heure, ça va être une formation, on dit que ça sur 3 sessions de 1h30, pour lequel on va venir renforcer les informations s'ils ont été sensibilisés et leur donner différentes compétences en termes de savoir, mais en termes pratiques pour arriver à l'objectif où la personne, elle peut être en capacité d'expliquer, de guider et de partager cet outil-là de la respiration, notamment avec l'exercice phare de cohérence cardiaque dans un premier temps pour la gestion du stress, mais j'apporte aussi d'autres exercices en fonction de la demande. S'il y a des choses plus par rapport au sommeil, par rapport à la concentration, ou si c'est des professeurs de PS, des fois il y a des demandes particulières par rapport à l'activité physique, on peut s'adapter. Et toujours aller dans l'optique que, bien sûr, c'est ce que je le répète, c'est que les enseignants doivent avoir eux-mêmes, s'accaparer l'outil, pratiquer eux-mêmes pour en voir les effets, pour mieux l'intégrer et ensuite plus facilement le transmettre. Donc si jamais vous êtes intéressé, et c'est quelque chose qui pourrait vous plaire de mettre en place pour vous, pour vos collègues, pour vos classes, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. C'est aussi un petit peu le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Si jamais vous avez des demandes aussi particulières, n'hésitez pas à nous contacter sur ces coordonnées-là et on sera avec plaisir de venir vous partager cet outil-là pour pouvoir améliorer le bien-être et la santé générale de l'ensemble des personnes de l'établissement scolaire. Alors je crois que j'ai pas besoin de micro. Alors, si, il y a besoin d'un micro parce qu'à priori, en vidéo, ils entendent. Ouais, ils n'entendent pas. Du coup, je l'enlève. Moi, je le laisse quand même. C'est pour lui qui t'enregistre. Ah, ok. Alors bonjour, bienvenue à tous, ceux qui sont présents, ceux qui sont également en distanciel. Et ravi d'être là à Saint-Denis pour parler de la respiration, de parler de l'influence de la respiration sur justement les comportements psychosociaux en milieu scolaire. Et un grand merci à Muta, à Diane, pour son invitation à venir prendre la parole devant vous. Il faut remarquer le caractère exemplaire de cette démarche, que j'aimerais qu'elle puisse se déployer un petit peu plus en métropole également. Alors déjà, pour me présenter, donc je m'appelle Yvan Sandavou, je suis respirologue respithérapeute. J'ai fondé la première école française de respiration thérapeutique, avec aujourd'hui une méthode qui regroupe à peu près environ 60-70 exercices de respiration consciente dans un objectif de répondre à des objectifs thérapeutiques. Je suis également ambassadeur collaborateur
les référents respiration pour l'application Petit Bambou. Vous m'avez peut-être déjà entendu, parce que j'ai enregistré à peu près une vingtaine, une trentaine de podcasts pour l'application Petit Bambou. Donc Petit Bambou est venu me chercher à peu près il y a 3 ans, je pense, un petit peu plus, pour justement constituer cette partie respiration au sein de l'application dans un objectif de permettre aux personnes de gagner en autonomie, que ce soit dans leur pratique personnelle mais aussi professionnelle, de pouvoir être en individuel, de pouvoir animer et s'animer et se prêter attention à travers des exercices de respiration consciente. Donc l'application Petit Bambou aujourd'hui s'est étoffée d'une nouvelle formule que je vous présenterai après, qui s'appelle la Petit Bambou School, qui a été lancée au mois de janvier, et que je vous présenterai en détail juste après. Je suis également référent respiration au terme d'Alevar, donc c'est l'autre application, Respirolax, avec la petite bulle qui monte et qui descend. Et donc j'interviens sur place pour accompagner les curistes. On organise également les journées de la respiration et j'interviens aussi en sensibilisation, en atelier spécifique. J'ai également formé les personnes en interne pour accompagner les curistes sur différentes pathologies. Alors les termes d'Alevar sont spécialisés dans les insuffisances respiratoires, mais également dans la régulation du stress. Je viens de Lille, alors Lille, L-I-2-L-E, dans les Hauts-de-France, donc je collabore en fait avec une personne peut-être que vous connaissez, qui est un sommité en cardiologie, qui est professeur en cardiologie, qui s'appelle Claire Mounier-Veillé, qui a fondé la fondation Agir pour le cœur des femmes, et les bus du cœur, qui parcourent la France, la métropole. Et d'ailleurs, on en a discuté juste avant que je vienne ici sur la possibilité qu'éventuellement il puisse y avoir un jour, en tout cas assez rapidement, une manière de pouvoir faire profiter de cette installation, on va dire, qui permet aux femmes de venir se faire sensibiliser, dépister sur les problèmes, les troubles, maladies cardiovasculaires. Et donc, c'est vraiment une démarche exemplaire qui a été lancée par Claire Mounier-Veillé et Thierry Drinon dans le fait justement de prendre conscience que les troubles et maladies cardiovasculaires sont devenus le premier cas de mortalité des femmes aujourd'hui, bien devant le cancer du sein. Et donc il y a vraiment des actions à mener et des choses à faire en urgence. Et donc c'est l'objet de cette collaboration, en tout cas avec Claire, notamment sur la régulation du stress et de voir comment la respiration a un rôle prépondérant dans ce principe cardio-respiratoire. Parce que comme vous devez le savoir, quand on inspire, le cœur s'accélère, quand on expire, le cœur ralentit. Donc ça veut dire qu'il y a un lien préférentiel entre notre manière de respirer et la manière dont le cœur fonctionne, en tout cas le principe cardiovasculaire dans son ensemble. Donc le fait d'être présent lors des bus du cœur des femmes va permettre justement de guider, de sensibiliser, mais également de repérer les personnes qui sont déjà en difficulté. Cardiovasculaire, vous avez compris. Ensuite, vous pouvez me retrouver sur différents magazines, dans Psychologie Magazine, sur un spécial respiration, sur respirer, l'art de reprendre son souffle, également dans 60 millions de consommateurs, l'un qui est sorti au mois de juillet 2024 et l'autre qui est sorti là au mois de janvier. Donc en juillet, c'était un spécial cœur, et au mois de janvier, sur le spécial sommeil, que je vous invite vraiment, non pas parce que j'y suis, mais aussi parce qu'il y a énormément d'informations très intéressantes. C'est vraiment un travail qui a été fait, qui est vraiment remarquable par 60 millions de consommateurs. J'ai également écrit un livre qui s'appelle Respithérapie, qui est disponible en version grand format, également en version pocket, avec une partie théorique, une partie plus fictionnelle, on va dire, et des QR codes qui renvoient, comme sur Petit Bambou, avec ma voix qui vous guide à travers des exercices de respiration. Donc la Petit Bambou School maintenant, et je suis vraiment ravi de pouvoir vous présenter en avant-première cette démarche ici à Saint-Denis, parce que c'est vraiment exceptionnel. C'est-à-dire que le projet a été lancé, je vous l'ai dit, au mois de janvier, mais c'est vraiment, moi je suis très fier d'être ambassadeur de Petit Bambou ici à Saint-Denis pour vous présenter justement ce qui a été mis en place. Donc déjà Petit Bambou école de
comprendre sa volonté, sa mission. Sa mission, c'est vraiment son objectif, même si on rapproche un petit peu ce que nous a dit Guillaume juste avant. C'est-à-dire que c'est vraiment de se dire qu'on va pouvoir cultiver l'équilibre attentionnel émotionnel des enfants, et le fait de dire que ça s'apprend. Et surtout, ça peut s'apprendre à travers un outil qui est exceptionnel, qui est notre propre respiration. Alors, petit en détail, c'est 11 millions d'utilisateurs aujourd'hui en France, avec plus de 1200 séances guidées en méditation et en respiration, et un déploiement en 6 langues qui va permettre encore plus aux personnes de pouvoir s'approprier les exercices avec des retranscriptions à chaque fois qui vont être dans l'objectif que la personne ait le plus d'autonomie possible dans sa pratique. Donc, Petit Bambou École, c'est le fait de pouvoir offrir aux enseignants, on va dire, une multitude de programmes, mais également un principe d'assistance, un principe de ressources qui vont permettre à ces enseignants, à travers des supports, qui vont permettre à ces enseignants de pouvoir proposer dans un espace scolaire, dans un contexte scolaire, de pouvoir proposer des séances de respiration qui va permettre aux enfants, mais aussi effectivement aux enseignants, de pouvoir s'approprier ces exercices pour qu'ils puissent effectivement faire profiter les élèves. Donc le site, l'adresse du site, on pourra vous la redonner après vous verrez, je vous montrerai, il y a un QR code que vous pourrez scanner si vous le souhaitez, sinon on pourra vous envoyer l'adresse du site. Ce qui est important, c'est vraiment de comprendre que tout le travail qui a été fait, il a été fait justement pour répondre aux objectifs des enfants par rapport notamment à l'âge des enfants. C'est-à-dire qu'on ne va pas pratiquer les mêmes types de respiration sur un enfant de 5 ans que sur un jeune gaillard de 18 ans. Donc ça veut dire que j'ai adapté en fait chaque exercice par rapport à justement l'âge des personnes. Donc on a créé 4 catégories. Ces catégories donc maternelle, élémentaire, collège et lycée. À chaque fois avec une animation différente et des exercices différents, adaptés par rapport à ces différentes tranches d'âge. Et c'est là, pour le coup, qu'il s'agit vraiment d'un projet qui n'a jamais été réalisé nulle part avant. Donc on est vraiment sur une première mondiale. Voilà. Donc vous pourrez retrouver l'ensemble de ces exercices sur le site, et donc les enseignants s'inscrivent, ou les chefs d'établissement. Et alors bien sûr, il y a des prérequis, les prérequis que vous devez connaître, c'est-à-dire que chaque enseignant a la possibilité, bien entendu, de pouvoir organiser ces séances à l'école, sans l'avis du rectorat ni de l'éducation nationale, à partir du moment où on respecte certaines règles, c'est-à-dire les règles de laïcité, le fait de prévenir, bien entendu, le chef d'établissement, établissement scolaire, le fait également de prévenir les parents. On est sur un principe de volontariat, donc ça veut dire que un enfant qui a envie de le faire et un enfant qui n'a pas envie de le faire, on respecte les choix, mais en tout cas on fait en sorte que l'enfant qui a envie de le faire soit pas gêné par un enfant qui n'a pas envie de le faire. Et enfin, aujourd'hui, on a cette chance que énormément d'études scientifiques ont été éprouvées sur l'efficacité du lien entre la respiration et ce que ça implique, influence au niveau de notre métabolisme. C'est ce que j'expliquerai en détail juste après. Donc les différents exercices permettent effectivement de pouvoir organiser des mini-séances, et donc de choisir un temps dans la journée. Généralement les temps qui sont les plus favorisés, qui avaient été testés effectivement par David Auer, c'était juste après la récréation et après la cantine, on va dire. Parce que c'est des moments où il y a une activité très intense des enfants, et donc le fait de créer une espèce de sas qui va permettre à l'enfant de se stabiliser un petit peu, de revenir à plus de concentration, de la mémorisation, de se stabiliser aussi d'un point de vue émotionnel, et de se stabiliser aussi d'un point de vue physiologique, c'est-à-dire que pour apaiser le cœur aussi, d'un point de vue purement physiologique. Donc ça veut dire que ça va permettre à ces enfants de créer, en tout cas, une étape intermédiaire avant que on puisse ensuite passer à de la pédagogie, à une approche didactique. Donc Petit Bambou, son cofondateur Ludovic Desgardins, donc intéressant dans sa démarche de voir que
l'idée que Petit Bambou puisse être introduit dans le milieu scolaire, mais comme une marque qui doit être la plus transparente possible pour eux. C'est-à-dire que c'est vraiment la volonté, moi Ludovic je connais bien, non forcément, mais c'est vraiment quelqu'un qui a cette dimension de dire on n'est pas là pour créer une marque qui va faire que, c'est pas ça alors l'objectif de Ludovic, c'est vraiment de dire on va permettre que les personnes les enfants puissent s'approprier des outils, et ces outils-là, on s'en moque que ce soit Petit Bambou, c'est pas ça, c'est que ça va servir aux élèves, ça va servir aux enfants, ça va servir aux étudiants, pour qu'ils puissent s'en servir au maximum déjà pendant la période scolaire, mais que ça les accompagne pendant toute leur vie, et que à partir du moment où on va nourrir cela dès le départ, les personnes vont acquérir des réflexes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a acquis ces réflexes dès l'enfance, on va pouvoir, en situation de stress, dans une situation de charge émotionnelle plus forte par rapport à des accidents de vie, de se dire j'ai un levier, j'ai un outil que je vais pouvoir utiliser maintenant au quotidien. Et ça a vraiment été pensé dans cet état d'esprit-là. Alors vous allez me dire pourquoi la respiration? Parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet. Donc je me suis dit que ça serait intéressant de revenir justement sur les fondamentaux et de bien comprendre pourquoi effectivement ce sujet de la respiration est aussi important. Donc de comprendre que le fonctionnement de notre corps, notre énergie, nos émotions, nos pensées sont totalement et indivisiblement liées à notre respiration. Il faut le savoir, et je vais vous le détailler ensuite après. De comprendre aussi que nos émotions, en général, sont influencées par notre façon d'inspirer et d'expirer. À partir du moment où on va rentrer dans l'inspiration, on va stimuler un mode d'action, on va dire, qui va conditionner notre cerveau à être beaucoup plus dans le détail, par exemple, alors que quand on va être dans l'expiration, on va conditionner, on va réouvrir notre cerveau à être beaucoup plus dans la captation d'informations multisensorielles qui nous entourent. Donc vous voyez, donc l'incidence d'inspirer et d'expirer, donc des durées d'inspiration, des durées d'expiration, qui va conditionner la manière dont notre cerveau va répondre à cette manière de respirer. Et donc un visuel que j'aime bien, qui montre en même temps ce que tout le monde sait, c'est-à-dire que quand on va respirer, on s'en sert essentiellement pour sentir des choses, notamment quand on va respirer par le nez, parce que vous le savez certainement, c'est qu'une bonne respiration, c'est une respiration nasale, on ne respire pas par la bouche. La bouche, c'est pas fait pour respirer, la bouche est fait pour manger. Et ça, c'est John Nestor qui nous l'apprend dans son livre excellent que je vous conseille. En tout cas, de comprendre également que dès que l'on va introduire cet air dans nos fosses nasales, elles vont atteindre rapidement ce qu'on appelle la tache jaune, et la tache jaune qui ensuite va ces informations sensitives vont être transmises directement au cerveau par le nerf olfactif qui est le nerf crânien 1. C'est le premier nerf crânien qui se soit constitué chez les mammifères. Et donc ça veut dire que ce nerf crânien 1, il arrive directement dans notre cerveau. Nous n'avons que deux nerfs crâniens qui fonctionnent de cette manière-là, c'est le nerf ophtalmique et le nerf olfactif. Tous les autres nerfs crâniens partent du tronc cérébral, partent du bulbe rachidien à l'arrière de notre crâne. Donc ça veut dire que si ce nerf olfactif a un lien direct avec notre cerveau, il y a une raison. Donc ça veut dire que ce nerf crânien va arriver en plus pas n'importe où, c'est-à-dire qu'il va faire la jonction entre ce qu'on appelle le centre général de la respiration, qui se trouve ici au niveau du tronc cérébral, et l'ensemble du système limbique qui va regrouper les structures émotionnelles. L'amygdale encéphalique, l'hippocampe, l'hypothalamus, thalamus, la glande pinéale, l'hypophyse. Voilà. Donc ça veut dire que ce nerf olfactif vient faire une espèce de transition entre une respiration qui est notre respiration automatique, je le développerai après, et la transition avec l'ensemble des structures émotionnelles qui nous gouvernent. Donc de comprendre que dès le départ, en fait, il y a un lien de synchronisation entre notre manière de respirer et notre cerveau. C'est-à-dire que, on le sait aujourd'hui, parce que les recherches qui ont été faites et qui ont été présentées dans des articles scientifiques, notamment de Lancet, etc., datent de 2016, hein, donc c'est quand même assez récent, et les chercheurs qui ont travaillé sur ce sujet-là ont découvert qu'effectivement, l'ensemble des structures cérébrales de notre cerveau oscillent en fonction de notre manière de respirer. Et donc ça veut dire que plus on va avoir une respiration qui va être correcte, conforme, plus on va aider, on va soutenir notre cerveau et l'ensemble de son activité. Et bien entendu, plus on va avoir une respiration dysfonctionnelle, incorrecte, plus ça va également influencer le cerveau, mais dans son versant plus délétère, on va dire, plus néfaste.
Donc de bien comprendre ce lien de synchronisation entre les deux, il ne faut pas les séparer. De comprendre qu'il y a un lien direct, préférentiel, entre notre manière de respirer et la manière dont le cerveau va conditionner certaines choses pour répondre au contexte du quotidien. Donc ce principe favorise une inclination de degré persistant de réponse du cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, le cerveau, comme il est toujours en anticipation, il se doit en fait de préserver nos fonctions vitales. Donc ça veut dire que parce qu'il se doit de préserver nos fonctions vitales, vous le savez certainement, c'est que cette fonction vitale a un levier prépondérant, c'est notre manière de respirer. Si vous arrêtez de respirer, c'est terminé. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où le cerveau a construit, s'est structuré sur ce principe-là, son informateur privilégié, c'est notre manière de respirer. On comprend mieux maintenant pourquoi le nerf crânien 1 se soit constitué le premier chez les mammifères en arrivant directement dans le cerveau, parce qu'il en a vraiment besoin. Donc de comprendre que cette inclination de degré persistant de réponse du cerveau en fonction de notre manière de respirer est un levier très important pour notre cerveau de s'adapter en permanence à ce qu'on va lui demander de faire. Et surtout, au fur et à mesure de sa répétition. C'est-à-dire que on va respirer à peu près entre 20 et 25 000 fois par jour. Donc ça veut dire que l'augmentation ou la diminution du rythme respiratoire répété au fur et à mesure va créer cette inclination de degré au niveau du cerveau. Et donc, je répète, pour que vous l'ayez... voilà. On respire entre 20 et 25 000 fois par jour. Donc vous imaginez à quel point le cerveau, il va enregistrer ces informations par répétition. Et donc ça veut dire que là encore, si une personne a une respiration fonctionnelle, tout va bien. Si une personne a une respiration dysfonctionnelle, 20 à 25 000 fois par jour, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, vous imaginez bien que ça va conduire le cerveau à trouver des solutions par rapport à cette respiration qui n'est pas conforme et qui ne lui apporte pas du confort à ce cerveau. Et donc forcément, l'axe qui va être engagé par rapport au cerveau, ça va être un axe qui va lui permettre de répondre le plus efficacement possible par rapport à cette demande d'oxygénation, parce que notre corps tout entier a besoin de cet oxygène, mais également nos neurones, il ne faut pas l'oublier. Et donc de comprendre que pour répondre efficacement, il a organisé au sein de notre cerveau 3 zones, on va dire. La première zone, c'est la respiration automatique. La respiration automatique, elle est, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le centre général de la respiration qui se trouve au niveau du bulbe rachidien. Donc c'est juste à l'arrière, la partie postérieure de notre crâne, juste au-dessus de la moelle épinière, ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est le centre général de la respiration. C'est également là où on va retrouver la régulation de la fréquence cardiaque, la régulation de la tension artérielle, mais c'est là où également on va retrouver la régulation de la sensation de douleur. Donc ça veut dire qu'au même endroit sont conditionnés ces éléments-là. Donc ça veut dire que là encore, il n'y a pas de hasard. Donc ça veut dire que la respiration automatique, c'est la respiration à laquelle vous n'avez pas à penser. Quand vous dormez, quand vous mangez, quand vous chantez, quand vous parlez, on n'a pas à penser à notre respiration en disant je dois m'arrêter de respirer pour pouvoir avaler de l'eau, etc. Donc ce principe de respiration automatique vit sa vie, on va dire, automatiquement, et va permettre au cerveau d'emmagasiner l'oxygène dont il a besoin et de bien évacuer le dioxyde de carbone lié à la combustion de notre énergie. Ensuite, on a une respiration contrôle qui se trouve plus au niveau du cortex prémoteur, donc là c'est plus au-dessus du crâne et donc de l'encéphale. Donc ça veut dire que c'est ce qui nous permet justement de retenir notre respiration. Donc ça veut dire que, par exemple, un enfant qui va sauter dans l'eau, dans une piscine, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se boucher le nez, il va sauter et il va plonger. Le fait de pouvoir prendre le contrôle sur notre respiration automatique nous donne une indication précieuse sur le fait que l'on va pouvoir justement agir directement sur notre respiration à travers des exercices de respiration. C'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire que nous avons déjà ancré dans notre cerveau ce principe de hiérarchisation d'ascendance sur notre respiration automatique par ce cortex prémoteur qui nous permet justement de contrôler notre respiration. Et c'est le seul levier que l'on a en tant que mammifère, qui est comme ça à notre disposition. On n'a aucun autre levier qui nous permet de le faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, tiens, là je vais arrêter mon cœur,
On ne peut pas dire, tiens, là, ce que j'ai mangé, là, mon bol alimentaire, je vais décider que, hop, il va passer dans mes intestins. C'est pas possible. En revanche, on peut dire, je bloque ma respiration. Donc ça veut dire qu'il y a déjà dans notre cerveau cette structuration qui nous permet de faire ça. Donc on comprend déjà là qu'il y a une relation d'ascendance entre la respiration automatique et le fait que, à partir du moment où on va bloquer notre respiration, c'est ce cortex prémoteur qui va prendre hiérarchiquement le dessus, l'ascendance, sur cette respiration automatique. Là où ça se gâte, c'est dans la respiration émotionnelle. Et d'ailleurs, c'est la troisième zone, la zone que je vous ai montrée tout à l'heure, donc qui regroupe l'ensemble des structures limbiques, c'est-à-dire que la respiration émotionnelle, elle va être conditionnée par notre volonté de mobilisation, notre volonté d'action. Donc ça veut dire que la respiration va devoir suivre ce que les émotions ont décidé. Donc ça veut dire que le contrôle n'est plus possible. Donc ça veut dire qu'une personne qui a une crise d'angoisse, par exemple, si vous lui dites respire lentement, ça ne sert à rien. Pourquoi ? Parce que la zone 2, là, elle n'est plus en capacité de reprendre le contrôle sur cette structure émotionnelle. Donc là encore, de comprendre ce principe de hiérarchisation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est envahi par nos émotions, c'est elle qui va prendre le dessus sur les autres zones du cerveau. Et donc ça veut dire que la respiration va devenir une respiration émotionnelle qui va être privilégiée dans notre corps et dans notre cerveau pour pouvoir répondre à une mobilisation, à un mode action. Donc de bien comprendre qu'à partir du moment où on a un équilibre entre les trois, tout va bien. C'est-à-dire qu'on a ce principe de synchronisation qui s'alterne en permanence en fonction de... on doit se lever d'une chaise, on doit... je sais pas, on doit par exemple participer à un oral, un étudiant qui doit participer à un oral, donc c'est-à-dire qu'émotionnellement ça va être très très fort, il n'arrive pas à conditionner sa respiration à ce moment-là, ce n'est pas possible, parce que justement l'ascendance hiérarchique de contrôle ne peut plus s'appliquer, vous avez compris. Donc ça veut dire qu'il va avoir une respiration qui va être très rapide et ça va être compliqué de l'aider, et c'est pour ça que les exercices vont permettre, les exercices de respiration vont lui permettre de l'aider à ce que cette zone 2 reprenne le contrôle sur ses émotions. En tout cas, quand tout va bien, c'est-à-dire qu'on va passer de l'un à l'autre sans problème, avec une influence hiérarchique qui va être constante, et surtout par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que plus on va être dans cette récurrence stabilisée de synchronisation, tout va bien. Donc de comprendre que le cerveau, lui, il est continuellement en train d'analyser de manière prédictive les contextes dans lesquels nous évoluons. C'est son boulot. C'est-à-dire qu'il est régi pour notre survie. C'est la lutte pour la vie de Darwin. Donc ça veut dire qu'il est régi sur le fait qu'il doit absolument préserver nos fonctions vitales, notre vie, notre vitalité. Donc ça veut dire qu'il est continuellement en analyse prédictive des contextes dans lesquels nous évoluons. Et il est plutôt binaire à ce niveau-là, le cerveau, c'est-à-dire qu'il va déterminer deux choses. Est-ce qu'on est en sécurité ? Est-ce qu'on est en danger ? À partir du moment où on est en sécurité, ça veut dire que la stabilisation et la synchronisation des trois respirations va se faire sans problème. Parce que le cerveau estime qu'on est dans un équilibre d'ascendance entre les trois, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui va prendre le dessus sur l'autre. Et donc c'est un principe d'équilibre émotionnel, c'est-à-dire que quand on est en mode sécurité, on n'a pas ce caractère émotionnel qui va être prévalent, puisqu'il est équilibré par les deux autres. C'est-à-dire qu'on a une émotion qui nous arrive, même sans s'en rendre compte, on va reprendre le contrôle très rapidement sur cette émotion, l'émotion va redescendre immédiatement, et tout va bien. Lorsqu'on est en mode danger, c'est ce que je vous expliquais juste avant, c'est-à-dire que cette respiration émotionnelle qui va prendre le dessus, qui va prendre l'ascendant sur les autres. Donc ça veut dire que le contrôle va être beaucoup plus compliqué. Le contrôle du 2 sur le 3, ça va être de plus en plus compliqué, surtout si la personne s'installe dans ce climat émotionnel. Et donc, ça veut dire que plus la personne va être dans ce climat, on va dire, émotionnel, plus sa respiration va forcément suivre les indications que lui donne le cerveau, mais surtout, l'ensemble de ces émotions vont guider les réponses continuelles de son cerveau à vouloir y répondre.
Et donc, petit à petit, on va arriver à une espèce de faille d'équilibre, d'ascendant, c'est-à-dire que c'est cette zone émotionnelle qui va prendre le dessus et de plus en plus. C'est-à-dire que toutes les émotions, toutes les actions, pardon, deviennent émotionnelles. C'est-à-dire que c'est les émotions qui envahissent complètement la personne. Et ça, on le retrouve très très bien chez des enfants, par exemple, qui sont TDAH, qui ont des troubles de l'attention, les enfants hyperactifs, etc. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont régis uniquement à travers ce caractère émotionnel qui prend le dessus. Maintenant, je vais vous donner une information, c'est que de ce que j'ai pu observer, mais j'ai pu vérifier avec d'autres professionnels, c'est que la grande majorité, je peux dire même tous les enfants qui sont TDAH, respirent par la bouche. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a une faille d'équilibre émotionnel qui va s'installer, qui va s'inscrire dans le cerveau de la personne. Et souvenez-vous de ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire que comme c'est sur un principe de récurrence, 20 à 25 000 fois par jour, ça veut dire que parce que cette récurrence s'installe, elle devient dans le cerveau de cet enfant ou de cet adulte une espèce de biais qui vient conduire la personne à agir d'une manière qui est beaucoup plus portée sur les émotions que sur la rationalité. Le climat de sécurité d'une personne est donc déterminé en fonction de son niveau de mobilisation par rapport à un contexte. C'est-à-dire que c'est la manière dont une personne va réagir par rapport à un contexte, c'est en fonction de son climat personnel. C'est-à-dire qu'une personne qui est dans une synchronisation des 3 zones que je vous ai montrées, en fonction d'un événement qui va arriver, aura une réponse qui va être appropriée. En revanche, s'il y a, comme je vous l'ai montré précédemment, cette zone 3 qui est beaucoup plus forte, et donc cette faille d'équilibre émotionnel qui est présente, pour la même situation, la réaction de la personne ne sera pas du tout la même. Elle va être beaucoup plus violente, beaucoup plus agressive, etc. Donc c'est-à-dire qu'on comprend comment ça fonctionne entre, justement, ce principe d'ascendance au niveau du cerveau et ce que ça induit au niveau de la respiration d'une personne. Donc la tension qui est détectée par le signal de danger du cerveau n'est pas disponible pour d'autres tâches. Parce qu'il faut savoir que le cerveau, son boulot également, c'est de préserver son énergie. Le cerveau n'est pas en capacité de pouvoir absorber l'ensemble des informations que nous avons à notre disposition. Sinon, il grille. Donc ça veut dire qu'il va élaguer des informations pour préserver son énergie. On le sait tous à peu près par rapport au parfum, par exemple. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous parfumez, vous allez porter un parfum un nouveau parfum, je veux dire, pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, et puis après, au bout d'un moment, vous ne le sentez plus. Pourquoi ? Parce que le cerveau, il ne peut pas être en permanence en train de dire « Ah bah oui, nouveau parfum, nouveau parfum, nouveau parfum », il a compris. Donc ça veut dire qu'il élague des informations et il la met de côté, donc il ne vous rappelle pas chaque matin en disant « Ah, c'est un nouveau parfum, c'est un nouveau parfum ». Il le met de côté. Et il le fait pour l'ensemble de nos actions et l'ensemble de nos réflexions. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on est justement dans cette volonté de dépense énergétique qui doit être sous contrôle vital, parce que c'est ça qui intéresse le cerveau, ça veut dire qu'on a une quantité limitée d'attention qui va influencer nos capacités cognitives. Et là encore, je fais le lien avec les personnes qui vont être en surcharge émotionnelle, donc en faille d'adaptabilité émotionnelle, ça veut dire que leur cerveau n'est plus en capacité de pouvoir capter toutes les informations qu'on leur donne. Donc ça veut dire qu'un enfant qui va être bouleversé émotionnellement, les informations qu'on va pouvoir lui donner, il va en capter peut-être que 5-10%. Parce qu'il n'est pas en capacité, son cerveau n'est pas en capacité de pouvoir les intégrer dans sa globalité. Et donc, qui influencera à son tour, en synchronisation, notre manière de respirer. Donc ça veut dire que sous l'effet justement de cette charge émotionnelle, on constatera que cet enfant, mais aussi cet ado, cet adulte, aura une respiration qui va être guidée par justement cette zone 3, cette zone émotionnelle, qui va guider une respiration qui va devenir dysfonctionnelle parce que le cerveau considère que la personne est en mode danger. À partir du moment où elle est en mode danger, le cerveau va conditionner cette respiration de réponse au mode danger, qui est une respiration, on va dire, quand je dis dysfonctionnelle, c'est une surventilation, une hyperventilation, voire une respiration buccale.
Donc la répétition continuelle de réponse à ce contexte modifiera notre signature respiratoire. C'est-à-dire que l'enfant, l'ado, l'adulte, au fur et à mesure, va prendre un biais, une habituation de respiration qui ne correspond pas à ce que réclame le corps en termes d'oxygénation globale, et surtout va venir répondre continuellement à cette demande de réponse émotionnelle. Et donc à la neuroplasticité du cerveau, par la répétition nocive en réponse de cette persistance, c'est-à-dire que plus vous avez compris, plus on va être encouragé dans ce climat-là, plus la personne aura un cerveau qui va devenir de plus en plus réactif, et de plus en plus, et de plus en plus, et de plus en plus. Donc ça veut dire que, en synthèse, le mode sécurité, on est dans un équilibre émotionnel. Donc c'est-à-dire que quand on est dans un équilibre émotionnel, on va avoir une respiration qui est lente. Donc un CRM, c'est cycle respiratoire par minute. Entre 12 et 15, ça c'est les chiffres de l'OMS. Un enfant, lui, il a une respiration plus rapide, il a un rythme, une fréquence cardiaque plus rapide également. C'est pour ça qu'il faut adapter les exercices de respiration par rapport aux enfants. C'est pour ça qu'une cohérence cardiaque doit être diminuée dans sa durée. Et donc de savoir que le cycle respiratoire par minute d'un enfant, je parle d'un enfant à partir de 7-8 ans, 6-7 ans, on va être plutôt aux alentours de 16 à 20 cycles respiratoires par minute. Et l'enfant va respirer avec son diaphragme, c'est-à-dire qu'il aura une respiration qui est la respiration qui est partagée par l'ensemble des mammifères, c'est-à-dire c'est la respiration qui, le principe de ventilation de notre corps est alimenté par le diaphragme. Il faut savoir que les poumons n'ont pas d'autonomie motrice, donc ça veut dire que pour qu'un poumon fonctionne, il a besoin du diaphragme, comme un piston, qui va venir permettre au poumon justement de bien intégrer l'air que l'on va inhaler et ensuite de bien évacuer le dioxyde de carbone. Si on n'a pas de diaphragme, ça ne peut pas se faire. Mais donc tous les mammifères respirent avec leur diaphragme et tous les enfants en général respirent correctement avec leur diaphragme. Les problèmes arrivent au moment de la préadolescence, adolescence, du fait d'une modification de leur morphologie, le fait que justement, il y a des charges émotionnelles qui commencent à arriver, c'est-à-dire que tant que l'enfant est dans un mode de sécurité avec ses parents, il est choyé dans un environnement où il n'y a pas trop d'enjeux d'avenir, etc. Tout va bien. À partir du moment où l'enfant va commencer à grandir, il va comprendre que la vie, c'est pas si simple. Il va comprendre qu'il y a des enjeux, il va comprendre qu'il va devoir faire des choses, qu'il va devoir réussir des choses également. Et donc c'est à ce moment-là que l'équilibre émotionnel risque d'être entravé, et c'est à ce moment-là que souvent le diaphragme l'est également. Donc de comprendre que dans un mode de sécurité, on va être plutôt sur ces critères-là. Lorsque l'on va être dans un mode danger, donc une faille d'équilibre émotionnel, vous avez compris, on va avoir une respiration qui va être plus rapide, entre 15 et 25 pour un adulte, et qui peut monter à 30, et chez l'enfant qui va être entre 20 et 30. Et là, on va être sur ce qu'on appelle une respiration thoracique haute avec les épaules, c'est-à-dire qu'on va avoir cette respiration qui n'est pas une respiration avec le diaphragme, c'est la respiration, les personnes vont respirer uniquement justement avec cette partie haute. À noter que la respiration est un indicateur double, donc indicium, indicare, donc c'est en même temps qu'il donne des indices, et donc ça c'est très, très intéressant de vérifier, parce que ça va permettre de révéler la manière dont un enfant, par exemple, est en train de vivre une émotion. À partir du moment où vous allez repérer ça, vous allez vous rendre compte qu'à partir du moment où un enfant va être sous l'effet d'une émotion, vous allez voir que tout de suite sa respiration va être modifiée. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir identifier ça, c'est pour ça que je parle d'indices, chez les enfants et même chez un adolescent, même chez un adulte, mais en tout cas on va pouvoir identifier ça très très rapidement, c'est même la première chose que l'on devrait révéler, relever plutôt. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on voit qu'on est en train de dire quelque chose qui peut être désagréable à un enfant, que ce soit même un enseignant qui est en train d'enseigner quelque chose qui est un petit peu compliqué, de voir que parce que la respiration est en train d'être modifiée, c'est que l'enfant est en train de le vivre émotionnellement sur un versant qui n'est pas forcément le bon. Donc ça veut dire que le fait d'identifier ça, c'est super intéressant. Et en même temps, de voir que la respiration, on va pouvoir guider ces personnes-là à travers la respiration, justement pour apaiser, pour permettre d'évacuer, de vider cette charge émotionnelle. Donc c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en même temps, la respiration nous donne des indices, et en même temps, on va pouvoir s'en servir pour abaisser justement cette tension émotionnelle. Et se focaliser sur sa respiration va participer à créer un principe de résistance cognitive.
Alors le principe de résistance cognitive, c'est-à-dire que l'application d'une contrainte va favoriser la neuroplasticité du cerveau, il faut le savoir, pour n'importe quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne, vous allez apprendre un instrument de musique, par exemple, bah, ça veut dire que vous allez développer des capacités, vous allez développer votre neuroplasticité. Il se trouve que parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la respiration oscille en permanence en fonction des structures cérébrales, plus vous allez contraindre le cerveau dans justement la respiration, vous allez quitter la respiration automatique et vous allez obliger le cerveau à être dans une respiration de contrôle, bah plus vous allez faire ça, plus vous allez apprendre au cerveau justement à être souple, à s'assouplir dans le fait de pouvoir passer de l'un à l'autre. C'est un peu comme apprendre à faire le grand écart, hein, clairement. Donc ça veut dire que ça va permettre d'assouplir justement ce potentiel de réponse du cerveau face à un contexte quel qu'il soit. Et donc c'est là où c'est intéressant parce que ça veut dire que dans ce niveau attentionnel, plus on va faire travailler les enfants, les adolescents sur ce passage de l'un à l'autre, donc plus il va pratiquer des exercices de respiration consciente, plus on va assouplir justement ce passage de la prise de contrôle, d'ascendance sur le cortex prémoteur, enfin du cortex prémoteur plutôt, sur la respiration automatique et bien entendu sur la respiration émotionnelle. Donc ça veut dire que dès qu'une émotion va se présenter, très rapidement, l'enfant, un peu comme un réflexe, ou un adolescent, ou un adulte, va tout de suite déclencher, va reprendre le contrôle de ses émotions, même sans s'en rendre compte. En revanche, s'il ne l'a pas pratiqué, parce que ce n'est pas souple, il va être envahi par ses émotions, et voir de plus en plus, voir des crises de panique, des crises d'angoisse, etc. Et ainsi influencer les compétences et également d'avoir des comportements plus adaptés face aux situations du quotidien, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit en classe, que ce soit dans la cour de récréation, mais aussi à la maison, que ce soit aussi auprès des proches lorsqu'il y a un conflit, etc. Ça va permettre en fait que le cerveau ait une espèce de prise de recul, c'est-à-dire qu'il ne soit pas instinctivement tout de suite dans l'émotionnel, mais soit dans le côté plus rationnel tout de suite. Et ça, bien entendu, par cet assouplissement du cerveau à travers la respiration consciente. Donc favoriser la neuroplasticité structurante de réponse du cerveau dans sa capacité à se modifier tout au long de notre vie, parce que comme je disais tout à l'heure, plus on va apprendre à le faire, plus jeune on le fait, plus on va grandir et plus on aura un outil à notre disposition qui, comme Madame le disait, qui est gratuit, hein, qui ne demande aucun accessoire puisqu'il est à notre disposition. Donc plus on va s'entraîner, plus on va le pratiquer, plus ça va permettre cet assouplissement au niveau du cerveau qui va nous accompagner pendant toute notre vie en fonction des difficultés que l'on va rencontrer au quotidien, face à des contextes différents. Je pense à des contextes de séparation, de divorce, de deuil également, hein, par rapport à des accidents de vie aussi, hein, des chocs traumatiques, des accidents de voiture, etc. Donc ça veut dire que le fait d'assouplir ce principe va permettre à la personne de vivre ces instants-là complètement différemment, plutôt que d'être submergé par ses émotions. Donc la respiration, comme, on peut le voir comme ça, hein, comme un ravitailleur de compétences psychiques, physiologiques, de cette neuroplasticité. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment le voir sous cet angle-là. Si, on va faire un petit test. Imaginez que vous êtes au volant de votre voiture et qu'une personne devant vous fait une queue de poisson. D'accord ? Donc qu'est-ce que vous faites ? Vous klaxonnez. Et vous dites, ah, connard, voilà. Et voilà. Et donc ça veut dire que au moment où vous klaxonnez, la personne s'arrête également devant vous. Et là, vous voyez que la portière s'ouvre, que la personne descend de sa voiture et qu'elle vient vous voir. Si vous avez bien compris, ça veut dire que votre cerveau, qui analyse en permanence les contextes, est en train de passer en mode émotionnel. C'est la zone 3, du coup, qui est mise en avant, qui a pris l'ascendant sur les deux autres. À ce moment-là, si vous vous dites « Ah, je vais respirer calmement », vous n'y arriverez pas. D'accord ? Donc ça veut dire que la respiration va suivre, justement, cette volonté émotionnelle du corps de vous mettre en mode action. D'accord ? Donc ça veut dire qu'on garde cette image-là. À partir du moment où vous êtes dans ce contexte-là, vous avez compris, vous êtes en surventilation. Vous en rendez pas compte, votre cœur, il est comme ça. Hein, votre fréquence cardiaque accélère. Vous avez bien compris, il y a encore le lien de synchronisation entre les trois. La personne arrive jusqu'à votre fenêtre. Vous ne bougez pas, bien sûr. Elle va taper, elle va dire voilà. Hop, elle va repartir.
et elle va reprendre sa voiture, elle va remonter dans sa voiture. À votre avis, il vous faudra combien de temps pour revenir dans l'état sécure, cool, dans lequel vous étiez avant? 2 minutes? 5 minutes? Ouais. Ouais. Une personne dépressive, il lui faudra 5 heures. Pourquoi? Parce que justement, ce caractère émotionnel est tellement envahissant chez ces personnes-là que ça va être très difficile, dans cette ascendance du cerveau, de reprendre le contrôle sur les émotions. Donc, vous voyez, pourquoi je vous explique ça? C'est parce que plus vous allez apprendre à assouplir ce procédé-là, plus ça va permettre, la personne est partie, elle est partie. Il m'est rien arrivé, je suis en pleine forme, ça veut dire que tout de suite, normalement, en quelques secondes, on doit retrouver son calme, sa sécurité, puisque l'incident est terminé, l'incident est clos. Là, c'est parce que nous allons ruminer en disant qu'est-ce qui aurait pu m'arriver. J'aurais dû appeler maman, mais maman elle n'est pas là, du coup j'aurais dû appeler le SAMU, et du coup, puis j'aurais dû me rendre à l'hôpital, mais en ce moment je dois aller chercher mes enfants, machin, et voilà, et c'est parti. Donc ça veut dire que c'est ce caractère émotionnel qui va prendre le dessus, qui va prendre l'ascendance, et pour lequel vous n'aurez plus la possibilité de revenir. Parce qu'il n'y a pas cette souplesse qui a été créée entre votre respiration et la manière dont les structures cérébrales fonctionnent. Donc c'est de bien comprendre ce lien et de comprendre que plus on travaille, en fait, alors quand je dis travail, ça doit rester du plaisir, bien entendu, c'est le fait d'avoir une pratique régulière, on va dire, qui va permettre justement cet assouplissement. Et donc cette neuroplasticité au niveau du cerveau. Donc les enfants respirent davantage d'air, quel que soit le niveau d'effort. Ça, il faut le savoir, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'en fait, ils ont une fréquence cardiaque et une fréquence respiratoire qui est plus importante. Donc pendant l'effort, un enfant peut respirer entre 20 et 50% d'air en plus qu'un adulte, il faut le savoir. Donc la respiration est notre principe d'adaptabilité constant et continu, et notre premier levier d'interaction avec notre cerveau. J'ai même envie de dire que c'est notre premier levier de prévention santé. Plus on va apprendre justement à bien se prêter attention, mieux c'est. Et donc apprendre à respirer en classe pour favoriser justement une espèce de réorientation entre la respiration nasale et la respiration buccale, d'observer un enfant qui respire par la bouche, d'interroger les parents sur est-ce que l'enfant ronfle? Un enfant qui ronfle, ce n'est pas normal. Donc ça veut dire qu'un enfant qui ronfle, on doit consulter. Donc de vérifier que ça soit bien cette respiration nasale qui soit prépondérante et non pas la respiration buccale. Donc ça c'est vraiment un élément très important. Également apprendre à respirer en classe pour favoriser une bonne mobilisation du diaphragme qui va permettre de recréer le lien entre la respiration et le cerveau, parce qu'il faut savoir que dans une situation de stress, la première chose que le cerveau va faire, c'est de désengager le diaphragme. C'est pour ça qu'on respire en thoracique haut. C'est parce que en fait, le cerveau choisit une respiration plus confortable pour favoriser, on va dire, une circulation sanguine plus rapide. Donc ça veut dire qu'on va être sur une respiration haute qui va permettre à ce que le cœur qui va s'accélérer pour nous permettre de répondre à ce mode danger soit favorisé, donc une circulation qui va être beaucoup plus fluide dans l'ensemble du corps. Donc ça veut dire que revenir à une respiration diaphragmatique va permettre de rétablir ce lien entre le cerveau et notre climat intérieur, vous avez compris. Apprendre à respirer en classe pour respirer moins et influencer les émotions positives, parce qu'il faut savoir que je vous ai donné des chiffres tout à l'heure de cycle respiratoire par minute de 12 à 15 pour un adulte, de 16 à 20 pour un enfant. Il faut savoir que pour un adulte, l'idéal serait de respirer que 10 fois par minute, voire moins. C'est-à-dire que plus vous allez apprendre à respirer moins, mieux c'est pour votre corps. C'est-à-dire que lui, il adore. C'est-à-dire que votre cerveau, votre cœur, etc., ils adorent que vous respirez le moins possible. Donc c'est-à-dire baisser votre cycle respiratoire par minute. Plus vous allez apprendre à faire ça, plus vous allez voir que ça va modifier énormément de choses dans votre métabolisme. Je ne vais pas ouvrir un deuxième dossier, mais en tout cas, notamment, ça va avoir un accès, en tout cas, d'apaisement sur le niveau inflammatoire dans votre corps. Et donc, respirez moins. Donc, en arrière.
Voilà. Respirer moins et rendre le cerveau plus efficace pour créer justement ce principe de résistance cognitive dont je vous parlais tout à l'heure. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que plus vous allez apprendre à conditionner cette respiration, plus vous allez influencer dans ces niveaux d'ascendance, les niveaux hiérarchiques du cerveau qui vont permettre justement de créer cette souplesse au niveau du cerveau. Donc la respiration, c'est créé avec du vivant. N'oubliez pas que quand on respire, on vient capter un air extérieur et que notre nez, c'est une espèce de sas entre, on va dire, une vastitude extérieure, l'air que l'on respire, surtout ici, et en même temps une vastitude interne qui est ce que cet oxygène, ce dioxygène, va conditionner à l'intérieur de notre corps. Donc de toujours comprendre que respirer, c'est créé avec du vivant. Quand on va respirer, on va inspirer des molécules, on va inspirer des allergènes, des bactéries, mais aussi on va respirer des particules végétales, minérales, animales, etc. Et que nous nous sommes constitués sur cette base-là depuis 450 millions d'années, donc ça ne va pas changer demain. Donc ça veut dire que plus on comprend ce principe-là, qu'on a besoin d'être confronté à cet air-là externe, et que nous nous sommes structurés, nous nous sommes constitués sur cette base-là, plus on va créer cette alternance entre les deux, mieux c'est. Donc ne pas oublier que respirer c'est créer avec du vivant, et bien entendu, la respiration c'est créer avec son vivant. Et donc ça veut dire que plus vous allez accentuer cette pratique de la respiration, plus ça va vous permettre de gagner tout simplement en vitalité. Voilà pour une double présentation avec le Petit Bamboo School. J'espère que ça vous a donné envie, en tout cas, de pouvoir poursuivre l'expérience de la respiration en général et de la respiration Petit Bamboo School en enseignement, et à travers aussi ce que peuvent proposer la MUTA dans ses animations, dans ses ateliers. En tout cas, maintenant de bien comprendre ce qui est en action dans notre corps, et que ça puisse être déclencheur en disant oui, effectivement, c'est un vrai sujet, et ce sujet-là, il va nous permettre de sensibiliser, il va nous permettre aussi de repérer, il ne faut pas oublier de ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que dorénavant, d'identifier des personnes qui vont respirer par la bouche, qui vont avoir une respiration trop rapide, en se disant « Ah tiens, cet enfant-là, cette personne-là, elle est en train de vivre une émotion ». Et donc ça veut dire que, en fonction de ça, ça va nous permettre d'avoir un regard peut-être différent sur les personnes qui nous entourent. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, dans la salle et à distance, peut-être. Oui, s'il vous plaît. Quand vous avez dit que quelqu'un qui ronfle, vous disiez que si une personne ronfle, il faut consulter. Oui, mais un enfant qui ronfle. Oui, enfant qui ronfle. Mais consulter qui? Quel spécialiste? Qui consulter? Médecin généraliste, c'est le premier. Après, je pense qu'il vous orientera vers un pneumologue ou un ORL pour voir s'il n'y a pas un problème au niveau déjà des fosses nasales, ou au niveau du pharynx, au niveau du larynx. Et donc, c'est ça qui... généralement, le médecin généraliste, son premier choix, ça va être l'ORL, voire de faire ce qu'on appelle une naso-endoscopie, une nasofibroscopie, pour voir ce qui se passe justement à l'intérieur du nez, de la gorge. Un allergologue, peut-être? Ou un allergologue, voilà. Madame... D'accord. Alors, du coup, je vais me mettre là, je vais faire le relais de toutes les questions qui ont été posées via le net. Alors, du coup, on a docteur Waro qui demande dans quelle autre région en métropole Petit Bamboo School est déjà présenté. Alors, ici présenté. Ouais, alors, Petit Bamboo est présent en métropole, sur l'ensemble de la métropole. Le projet a été lancé au mois de janvier avec une diffusion, une communication globale au niveau national. Après, effectivement, il y a eu, je pense, des interventions, mais qui n'ont pas eu, comme vous l'avez décidé de le faire aujourd'hui. Je pense que ça n'a pas eu lieu. Peut-être à Paris, je pense qu'il y a eu un événement à Paris, mais je ne suis même pas sûr. Il faudrait que je redemande à Ludovic et à Sophie Gosselin. Mais en tout cas, de comprendre que ce qui est important, en fait, c'est le lien mis à disposition qui va permettre aux enseignants, aux chefs d'établissement de s'inscrire. C'est entièrement gratuit, j'ai oublié de le dire. Et donc, ça veut dire que à travers ce lien, les enseignants vont pouvoir s'inscrire et accéder aux différentes animations. Et donc, du coup, toujours Dr Waro qui demande
est-ce qu'il y a déjà des évaluations, ou en tout cas, est-ce qu'il y a des indicateurs qui ont été définis pour suivre l'évolution de Petit Bambou? Alors c'est prévu, mais là c'est trop tôt. Hein, il va falloir attendre au moins 1 an, je pense, mais en tout cas, parce que ça vient juste d'être lancé. Donc là, on attend qu'il y ait de plus en plus d'écoles qui s'inscrivent. Et après, une fois que ça sera fait, effectivement, c'est prévu que l'on ait, bien entendu, une espèce de, je sais pas, de retour d'expertise sur les résultats, bien entendu. Ok, donc merci. Toujours sur l'approche de l'application Petit Bambou. Après la sensibilisation et l'acquisition d'autonomie à l'école, est-ce qu'il est envisagé quelque chose après? Est-ce que du coup dans le process, il y a peut-être envisagé un accompagnement des familles, un lien vers l'application Petit Bambou classique pour que les enfants qui découvrent ça à l'école puissent continuer à pratiquer en autonomie et en famille? Alors déjà sur Petit Bambou School, il existe ça. C'est-à-dire qu'en fait l'enfant va pouvoir accéder, les parents vont pouvoir accéder à des informations, ressources qui vont pouvoir aider l'enseignant, mais aussi éventuellement l'enseignant qui va pouvoir donner des informations à l'enfant, mais éventuellement aussi aux parents. C'est pour ça que c'est important de prévenir les parents avec des fiches, clairement, où les parents pourront être guidés. C'est déjà prévu comme ça. Ok, alors est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On va essayer d'alterner entre... Est-ce que vous avez prévu, donc, vous parliez du lien avec les parents, ça me paraît très important, et est-ce que vous avez prévu effectivement des séances pour les parents, pour vraiment les sensibiliser? Ce que j'espère, c'est que vous savez comment ça se passe avec les enfants, c'est-à-dire que les enfants vont rentrer en disant ah tiens, papa, maman, aujourd'hui on a fait ça, qu'est-ce que tu me racontes, c'est quoi? Bah si, t'as signé le papier, souviens-toi. Et donc, et que ça passe par les enfants, et que ça, je pense que c'est le meilleur levier, parce que vous savez très bien que le sujet de la prévention santé, c'est très compliqué. Et donc ça veut dire que, l'autre jour on en parlait encore, c'est-à-dire que par exemple le message qui est diffusé à la télévision sur il faut manger 5 fruits et légumes par jour, c'est un message qui est diffusé à la télévision française depuis combien de temps, vous savez? Depuis plus de 20 ans. Et pourtant, est-ce que vous pensez que aujourd'hui les personnes mangent 5 fruits et légumes par jour? Non. Donc ça veut dire que la prévention santé, c'est un sujet très compliqué. Parce que les personnes, souvent, préfèrent attendre de tomber malade avant de faire quoi que ce soit. Donc si ça peut passer par les enfants pour sensibiliser les parents, ça serait super, quoi. Et faire un atelier spécial avec les parents, Alors ça justement, ça c'est exactement le type d'animation qui pourrait être menée par Guillaume, justement, il a muté complètement. Moi je suis enseignant en classe de CE2, donc des élèves de 8-9 ans, et j'aimerais pouvoir travailler justement sur la question de la respiration, de la relaxation, déjà de la respiration, au profit d'un meilleur climat de classe. Ouais. Et c'est vrai que là, ça fait 2 jours que j'avais débuté sur cet exercice de cohérence cardiaque en ayant trouvé comme ça. Donc déjà, je me rends compte que je fais de la cohérence cardiaque par de la bouche, donc c'était pas bon. Et en plus, pendant 5 minutes avec des enfants. Parce que c'est vrai que ce qui est préconisé, c'est 5 minutes, mais en fait, il n'y a pas de précision sur l'adaptation entre quand on est adulte et quand on est enfant par rapport à cette cohérence cardiaque. Donc, vous, qu'est-ce que vous conseilleriez justement pour pouvoir travailler sur ce climat de classe aujourd'hui avec des enfants et quel temps de cohérence cardiaque, peut-être d'autres types de respiration? Parce que moi j'ai débuté le matin, donc quand ils venaient d'arriver, à 8h jusqu'à 8h15 à peu près, et je faisais une deuxième partie, donc à 13h15 après la récréation. Mais bon, je me rends bien compte qu'au final, on va dire que ça les calme, c'est peut-être parce que ça fait que 2 fois, mais ça les calme assez rapidement, mais ils restent calmes pendant une trentaine de minutes, et ensuite, c'est reparti. Ça reste des enfants. Et donc, alors, c'est justement, pour répondre à votre question, c'est justement pour ça qu'on a découpé le programme en tranches, par rapport aux différentes tranches d'âge, donc maternelle, élémentaire, collège et lycée. Donc c'est-à-dire que, vous allez voir, les exercices que j'ai déterminés sont justement, il n'y a pas de cohérence cardiaque. Ce sont des exercices qui sont déterminés pour répondre justement à cet objectif-là.
sur des temps alors synchrones ou asynchrones, c'est-à-dire que synchrone, c'est par exemple on inspire sur 4, on expire sur 4, asynchrone, si on inspire sur 4, on expire sur 6, on expire sur 8, vous voyez. Donc sur ce principe de synchrone-asynchrone, et sur un principe de durée, c'est-à-dire qu'effectivement pour des petits, on ne va pas leur demander de respirer pendant 5 minutes, ça ne sert à rien du tout, il faut le faire sur 2 minutes, 2 minutes déjà, ça sera déjà très très bien. Donc on l'a fait exprès, justement de catégoriser par rapport aux différentes tranches d'âge, puis après c'est à l'enseignant de voir en fonction de sa classe qui prend mieux ou pas, et peut-être de voir s'il y a des enfants qui sont plus évolués, peut-être de sauter d'une tranche, c'est pas gênant, ou de descendre d'une tranche si on voit si ça suit pas. Mais en tout cas, de ne pas rester fixé justement sur cet exercice de cohérence cardiaque. C'est vraiment, là on a vraiment établi d'autres exercices. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai dû créer à peu près 60, je dois être à peu près entre 60 et 70 exercices de respiration différentes. Donc, voilà. Et tout ça qui sont sur le petit bamboo school. Ouais. C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir faire la démarche justement de s'intégrer. En fait, il faut s'inscrire. Voilà, vous avez le lien. Et si vous le souhaitez, il y a un QR code que vous pouvez scanner directement dans la salle, mais même depuis chez vous, avec votre smartphone, vous pouvez scanner le QR code directement. Est-ce qu'il est en projet d'être comme petit bambou classique? Oui. En application? Parce que là, il faut aller en ligne pour aller sur... Oui, il faut que l'enseignant s'inscrive, il faut que l'école s'inscrive. Est-ce qu'il y aurait plus tard, un jour, peut-être, une application comme Petit Bambou directement, un accès direct? Je sais pas, faites une demande si Ludovic de Petit Bambou nous écoute. Alors pour ça, en fait, je pense qu'il faut plein d'utilisateurs. Donc si on est les plus gros utilisateurs à la réunion, ça sera bien. Ça sera bien, ouais. Quand vous dites qu'il faut que l'enseignant et l'école, c'est-à-dire que c'est obligatoirement l'enseignant et l'école, c'est-à-dire surtout... Alors ça, c'est une question de coordination entre les deux. Si vous avez le chef d'établissement où il y a plusieurs écoles, plusieurs classes, je veux dire, et enseignants intéressés, à ce moment-là, c'est l'école qui s'inscrit. Voilà. D'accord, c'est bon. Ouais. Merci. Alors, on a une question en ligne, donc une personne qui doit être institutrice, donc il y a un élève avec un trouble de syndrome autistique et un autre en attente d'une place en IME. Il stresse constamment au moindre changement ou perturbation. Il se plaignent de mal respirer. Est-ce qu'il y aurait des adaptations précises pour ces jeunes profils particuliers? C'est très compliqué. Parce qu'en fait, comme il y a généralement chez les enfants autistiques des problématiques vraiment liées à la respiration de base, donc c'est très très compliqué. Ça, j'avoue, il faudrait que cette personne-là me contacte en direct pour y répondre parce qu'on est vraiment sur des approches très spécifiques. Ok, merci. On a Madame Martin qui demande s'il y a des bénéfices donc de ces exercices de respiration pour les personnes qui présentent des pathologies avec tachycardie, par exemple. Donc, en gros, est-ce qu'on peut réduire la fréquence cardiaque en cas de crise de tachycardie par la respiration contrôlée? Alors, complètement. Et d'ailleurs, j'ai mis en place plusieurs exercices, comme j'ai expliqué au tout début, là, le partenariat que j'ai avec l'Institut Cœur-Poumon, qui est rattaché au CHU de Lille. C'est justement dans l'accompagnement de personnes qui ont des cardiopathies, donc tachycardie, bradycardie, fibrillation ventriculaire, extrasystole, etc. Parce que la respiration est un lien cardio-respiratoire. Donc effectivement, il est possible de faire, d'atténuer des crises de tachycardie ou d'apaiser effectivement ce principe d'extrasystole ventriculaire, c'est celle qui est la plus courante, par la respiration consciente, tout à fait. Là encore, si la personne veut me contacter, avec plaisir. Ok, merci. Donc on a une autre question. C'est le haut-parleur en fait. Ouais, il y a le haut-parleur qui est là, mais il ne faut pas être dans le champ. Alors, je vais mettre par là. Donc, Dr Warou à nouveau, qui demande la place, donc Dr Warou qui est médecin scolaire, ouais. Et donc qui demande, j'imagine au niveau national, la place de la médecine scolaire dans la présentation de l'outil. Est-ce que tu sais s'il y a eu des relations ça, je ne sais pas. Voilà. Et de mon côté, ce que je peux répondre, c'est qu'on a invité le représentant des médecins scolaires, des infirmières scolaires aujourd'hui, mais qui n'étaient pas disponibles. Donc on espère pouvoir travailler peut-être en collaboration sur le sujet localement. Voilà. Et donc elle notait que, voilà, au vu
des différents échanges, cette approche, en fait, elle va très certainement concerner des élèves porteurs de pathologies chroniques ou de handicap. Et donc, voilà, souvent des enfants, avec un PAI et tout ça. Donc, tout à fait. Là, de toute façon, il faut savoir qu'on en est au tout début. C'est pour ça que je suis vraiment ravi, je veux dire, et encore bravo vraiment à Mutin et à Diane, hein, mais vraiment, il faut considérer que cette démarche est vraiment une démarche pionnière. Et donc, ça veut dire qu'on en est au tout début, et plus on va avancer, plus on va forcément essayer de répondre à des pathologies, à des profils différents, et plus ça va nous obliger, les personnes qui sont formées à la respithérapie, à trouver des solutions, et plus on va pouvoir aider effectivement des personnes autistiques, des personnes qui sont handicapées, etc. Et donc on va permettre d'aider ces enfants-là, ces ados-là, ces adultes-là, à travers ces pratiques-là. Et donc on va dans le bon sens, donc c'est super. Ok, merci. Alors, une question ici. Bonjour, je m'appelle Armel, je suis en maternelle et j'avais une petite remarque à faire d'abord par rapport à la cohérence cardiaque sur la grande section, donc des enfants de 5 ans. Ça marche super bien. Je le faisais tous les matins en pleine récréation pendant 5 minutes avec une musique très classique. Ils adoraient, ça les calmait complètement, donc c'est vraiment un outil extraordinaire. Et la question est là, c'est que je suis passée en moyenne section et ça ne marche pas. Je suis passée chez les 4 ans et ça ne marchait pas. Donc pour les 4 ans, j'utilise la pleine conscience, les petites méditations, etc. Mais ça ne fonctionne pas du tout parce qu'ils sont trop petits. Et chez les grands de 5 ans, d'ailleurs, le respirolax avec la boule qui montait et qui descendait, c'était très énervant parce qu'ils attendaient la suite. Du coup, ils n'arrivaient pas du tout à utiliser le respirolax. Alors le respirolax, il n'est pas adapté pour les petits, clairement. Donc là, parce que c'est l'autre application. Voilà, donc je faisais le geste avec les mains, ça leur suffisait. C'est très bien. Que faire avec les 4 ans? Y a-t-il quelque chose dans... Oui, justement, c'est le premier exercice. Voilà, le premier exercice qui est pour les 4 ans. Et qui du coup, c'est pas un exercice de cohérence cardiaque. C'est un exercice effectivement où j'ai travaillé sur des durées d'inspire et d'expire qui sont différentes et sur la durée totale également. Donc là, moi, je suis ravi qu'en plus des enfants, mais 17 ans, qui... 5 ans, pardon, que la cohérence cardiaque fonctionne sur 5 minutes, c'est très bien. C'est-à-dire que, à mon avis, l'enseignant doit y être pour beaucoup. Un enseignant doit y être pour beaucoup, je pense. Voilà. Mais en tout cas, mais bien sûr, j'ai pu le tester à plusieurs reprises, c'est vraiment excellent. Maintenant, et vous l'avez compris, comme on s'adresse de manière universelle, en fonction des différents enfants, des différents territoires, des différentes difficultés que peuvent rencontrer ces enfants-là en fonction des territoires, on est obligé un petit peu de niveler, bien sûr. Et donc, il faut trouver des solutions qui soient les plus universelles possibles. Maintenant, bien entendu, c'est ce que je disais tout à l'heure, tester. Vous testez, puis vous voyez ce qui fonctionne. Si ça ne marche pas, peut-être que vous pouvez passer à un autre exercice. Si du dessus, si vous voyez que ça ne va pas, vous pouvez redescendre d'un exercice. Concernant Respirolax, j'aimerais juste donner une information complémentaire et par rapport à des approches. Il faut savoir que moi, je vais l'utiliser notamment chez des adolescents, préadolescents, adolescents, notamment anxieux. Et à ce moment-là, je demande à ces préados, à ces ados, de regarder la bille qui monte et qui descend. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les exercices yeux fermés. Parce qu'un enfant qui va être anxieux, s'il ferme les yeux, il est en train de penser, il y a ces émotions en fait qui arrivent tout de suite. Donc ça veut dire que le fait au contraire de regarder la bille qui monte et qui redescend, on repasse à ce moment-là, dans ce que je disais tout à l'heure, le cerveau repasse en monotâche. Donc il quitte le côté multitâche qui nourrit son anxiété. Et donc ça c'est vraiment important de l'observer aussi comme ça. Effectivement, le fait de le faire avec la main, c'est parfait. Parce que du coup, les enfants suivent votre main, et donc il n'y a pas de, d'effet où, parce que l'enfant a les yeux fermés, du coup il est en train de penser à autre chose, ou ce qu'il va faire après, ou ce qu'il a vécu la veille, etc. En tout cas, alors par rapport à ce qui ne marche pas, ce qu'il faut faire, c'est vraiment y aller aussi de manière progressive, même avec les tout petits. C'est-à-dire que ne pas s'arrêter au fait de dire « ça ne marche pas », c'est le fait de dire « on va peut-être commencer juste sur une durée très courte, par exemple juste 1 minute, juste pour… voilà ». Et les temps d'inspiration et les temps d'expiration, qui, comme je disais, ont été
j'ai fait en sorte que ce soit le plus, je vais dire, universel possible, bah, peut-être de les réduire un petit peu. De dire, bah, tiens, le temps d'inspire, je vais le réduire un peu, le temps d'expire, je vais le réduire un petit peu. Et d'amener les enfants progressivement je veux dire, à l'exercice en tant que tel. Voilà, c'est bon. Toujours sur l'application Petit Bambou, mais tu l'as peut-être déjà dit, est-ce qu'une école doit obligatoirement être inscrite pour que l'enseignant s'inscrive? Ouais, c'est soit l'enseignant, soit l'école qui s'inscrit. Okay. Voilà, je crois qu'il y a 2 champs, et donc c'est soit un champ, soit c'est l'enseignant, soit c'est l'école. On me demande l'établissement, je viens de le faire. Waouh, quelle réactivité, impeccable. Ok, super, merci. Maintenant, j'ai des questions pour Guillaume. Sur la mise en... Merci beaucoup. Merci. Vincent. Alors, du coup, il y a une première question. Comment faire pour que vous interveniez dans un établissement? Nous contacter. Attends, je te donne toutes les questions. Où pour être formé? Et il y a une question subsidiaire, et je me permettrai peut-être de répondre. La formation est-elle inscrite au PAF, le plan annuel de formation? Donc la réponse est non. Maintenant, peut-être que l'avenir nous réservera de bonnes surprises, mais je te laisse répondre pour les interventions et la formation. C'est simplement nous contacter, donc soit par téléphone et un conseiller qui vous renverra vers mon numéro si je suis valable sur le moment, sinon par mail, et puis on rentre en échange par mail ou par téléphone si c'est plus simple pour pouvoir convenir des différentes modalités d'intervention, des spécificités, en fonction des disponibilités que vous avez et des miennes aussi, parce que je ne cache pas qu'il y a pas mal d'établissements qui font appel à nous et que le planning se commence à être bien chargé, en plus des différents événements, notamment autour de la respiration qu'on mène. Oui, c'est gratuit, comme j'ai dit. Déjà, la respiration, c'est gratuit. Et nos interventions, elles sont, en tout cas, dans ce cadre-là, gratuites. Notre intérêt, c'est la santé avant tout. Donc, il n'y a pas d'obstacle à ce niveau-là. Justement, concernant votre planning, est-ce que vous avez encore des disponibilités avant les vacances scolaires donc de juillet, ou alors là, on partirait plutôt sur... Si, je peux avoir quelques disponibilités. En sachant que dans... En mai, oui. Après, ça dépend en fait sur quel créneau horaire. Donc j'ai des demi-journées que c'est pas possible. Je sais qu'il y a des vacances scolaires aussi en mai, vous avez de la chance. Et après, je sais en général avec les établissements scolaires, après ça dépend lesquels, fin d'année égale examen égale pas trop disponible pour faire pas de choses que les devoirs scolaires. Donc oui, donc avant, en fonction de vos plannings, à trouver un créneau de 1h30 dans une salle. Alors j'ai pas précisé, c'est gratuit, mais pour quand même une rentabilité, on aimerait qu'il y ait au moins 8 personnes, que vous identifiez bien au moins 8 personnes vraiment volontaires. On sait très bien que quand je vais arriver, on sera 4 à 5, mais au moins voilà, ce temps-là, ils sont vraiment au profil d'un petit groupe. Donc après, à la question est-ce qu'il y a un maximum, il n'y a pas de maximum. Je suis allé, Madame Cazal qui est là, en témoigner, ils ont au lycée Le Comte de Lille une superbe salle théâtrale, on a pu faire avec 80 personnes, donc des élèves, mais si c'est des enseignants, à 80, il n'y a pas de souci. Bon, c'est un petit peu plus dur pour les échanges individuels, mais voilà, s'il y a de la demande, que les conditions sont favorables d'un point de vue d'espace, il n'y a pas de souci. Après, sur la question logistique, nous on part du principe qu'on a un kit, voilà, on part du principe qu'on va dans des endroits où il n'y a rien, mais effectivement, avec un vidéoprojecteur, une chaise par personne, s'il y a tout ce qui est équipement sonore, ça sera un avantage. Maintenant, s'il faut, on a l'équipement vidéo, sonore, etc. Même les tapis. Ouais. Quand vous parlez de personnes, c'est-à-dire 8 personnes, c'est 8 élèves. Ça dépend ce que vous voulez. Si vous voulez former les enseignants, voilà, c'est ça, il y a la formation d'enseignants, mais il y a la... Après, si dans les enseignants, vous voulez inclure des élèves, je ne sais pas, imaginons que vous voulez que les délégués de classe soient formés pour qu'ils soient des ambassadeurs, etc. Il n'y a pas de souci. Quand j'interviens dans une école et que c'est des élèves, s'il y a un professeur qui a fait, il n'y a pas de souci. Et je dis, on parle tout le temps élève, professeur, mais infirmière, le CPE, le surveillant,
même les autres personnes, les autres personnels d'établissement, c'est bon pour tout le monde. Et Guillaume, est-ce que tu peux nous dire l'âge minimum des classes auprès desquelles tu Alors justement, par rapport à ce que vous faisait remarquer Yves Vincent, on est plutôt sur du collège, lycée, primaire, à partir de CM1, CM2. Sinon, la formation des enseignants, je peux la faire intervenir directement avec les élèves. Je serai, voilà, on est un peu plus réticent justement avec une adaptation, l'attention. Voilà, vous êtes aussi spécialiste de ces élèves-là, un peu moins nous. Donc, dans la façon pédagogique de le faire, peut-être ça peut se faire, mais dans ce cas-là, peut-être des réunions préparatoires entre le coach qui va intervenir et l'enseignant pour pouvoir avoir une formule la plus parfaite. Et pourquoi pas, si vous voulez être à nos côtés, construire un atelier spécifique pour ça et que les prochaines fois, nous aussi, on monte en compétence pour ce genre de type de public. Ça sera avec plaisir. D'accord, merci. Et du coup, on nous demande si tu as eu l'occasion d'intervenir auprès d'élèves de section Ulysse. Oui, oui, spécifiquement avec ces élèves-là. Une seule fois, c'était au collège Maël Abandonné. Et sinon ça, ils sont intégrés, donc on me dit sans vraiment savoir qui ils sont. Parce que l'idée, c'est de faire en sorte qu'il n'y a pas de différence entre eux et les élèves. Donc je ne pourrais pas quantifier, mais ce qui est sûr, c'est que si on m'avait prévenu que certains élèves avaient été dans ce genre de profil-là. En tout cas, c'est bénéfique pour eux aussi. Des questions Oui. Pour combien d'élèves vous intervenez? Vous en avez dit minimum et maximum? J'ai pas de maximum. Pour vous donner une idée, bon, c'est un cas particulier, mais dans la semaine juste avant la Journée mondiale de la respiration, on va regrouper 200 élèves. Donc c'est une intervention symbolique. On va regrouper plus de 200 élèves dans un gymnase. Mais après, voilà, c'est le local qu'il faut. Oui, en fait, c'est une question d'espace. Après, on est d'accord. Pour garder de la qualité, c'est mieux d'être sur des groupes, une classe. J'imagine qu'ils sont toujours entre 25 et 30, c'est ça? Voilà. On nous demande s'il y a actuellement des interventions, des expérimentations en cours dans l'ouest de l'île. Et si oui, dans quel établissement? Je ne suis pas forcément au courant. Il me semble que le Cavotier voulait continuer des choses, mais avec d'autres... Alors, on peut peut-être donner la parole. Hop. Oui, il y a une expérimentation au lycée Jean Joly de la rivière Saint-Louis avec Michael Gauthier, donc en lycée. Actuellement, en cours. Voilà, c'est ça, on a vu pour information que sa première expérimentation, c'était plutôt élémentaire, si je ne me trompe pas, et qu'il était en train de travailler pour faire avec un public beaucoup plus âgé, donc les lycéens qui sont déjà des jeunes adultes. Alors, je pense qu'on a fait le tour des questions en ligne. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. J'aimerais savoir sur l'intervention d'une heure 32 heures pour la formation, c'est suffisant pour la formation, c'est-à-dire c'est pas 3 fois 1h30 ou... Si, pardon, la formation, si l'idée c'est qu'on vient pour faire une formation des enseignants ou d'autres professionnels d'éducation, c'est 3 fois 1h30 pour pouvoir avoir vraiment le temps de les sensibiliser, de leur donner les outils, qu'entre une semaine et l'autre, que vous expérimentez ça à la maison et que vous faites des retours, j'ai réussi, j'ai bien aimé, je comprends pas, etc. Et ensuite, garder une dernière session pour vous mettre un petit peu en pratique, parce que l'idée c'est que quand les 3 sessions sont finies, si vous êtes capable de mettre ça, alors il n'y a rien d'extraordinaire, en plus vous êtes des professionnels dans la pédagogie, donc je ne m'inquiète pas là-dessus. Et puis je garde surtout un petit temps pour, effectivement, on axe beaucoup sur la cohérence cardiaque, c'est le choix qu'on a pris dans un premier temps. Néanmoins, je garde un petit temps pour leur partager d'autres exercices respiratoires qui ne repartent pas après cette formation en disant respirer vers cohérence cardiaque. Ce qui est faux, il y a énormément d'exercices qui peuvent être faits en complément, et après à eux aussi de faire leur choix et de ne pas être dans une routine à toujours à faire les enfants 5 pendant un an, 3 fois par jour, et d'être capable de dire aujourd'hui on fait ça, ou bien maintenant vous choisissez, et voilà, de casser un peu quelque chose qui vient un peu être redondant et amener un peu de ludique, de diversité. Donc c'est aussi important pour moi d'avoir ces temps-là, de partager. Comme je dis, pour les enseignants, c'est pour eux, et ensuite au bénéfice de leur public, les élèves.
Et du coup, je voulais savoir si la conférence avait été enregistrée et si d'aventure on pouvait la diffuser librement en établissement scolaire. Alors oui, effectivement, elle est enregistrée, donc la vision étant, on a enregistré, on a un collègue du coup qui a fait une captation, donc en fait, dès qu'on aura finalisé le montage, elle sera disponible sur YouTube. Donc on la diffusera, donc toutes les personnes qui sont inscrites à cette conférence recevront le lien, et sauf si tu as des contre-indications, non, moi, elle sera diffusée largement. C'est une diffusion privée, donc ça va. Ok. Voilà. Oui. Excusez-moi. Une dernière question à M. Darou, pardon. Je suis infirmière scolaire. Je reçois individuellement des élèves effectivement qui sont stressés régulièrement. Comment est-ce que je peux intervenir de manière individuelle et ce sera ponctuel à ce moment-là? Il y a plusieurs possibilités déjà je veux dire, en fait, ce qui va être important, c'est de comprendre le premier levier d'un point de vue purement physiologique, c'est comment la personne respire, ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc c'est vraiment la première chose à identifier. Respiration nasale, respiration buccale, respiration avec le diaphragme. Vous avez constaté que ce que je disais tout à l'heure, la première chose que le cerveau va désengager, c'est le diaphragme. Vous allez vous rendre compte que les enfants aujourd'hui, les pré-ados, ados, etc., ne respirent plus avec leur diaphragme. Pour des raisons diverses, morphologiques bien entendu, mais aussi civilisationnelles, aussi par rapport à des injonctions, de dire il faut surtout pas respirer avec le ventre parce que c'est pas très sexy, quoi. Les filles qui ont des crop tops là, donc il faut pas que ça bouge, il faut que le ventre il soit bien plat. Donc voilà, donc il y a plein de choses, des injonctions comme ça qui viennent. Puis les garçons c'est pareil, les garçons voilà, on montre la poitrine, voilà, il faut pas que ça bouge, on a des beaux abdos, voilà. Donc ça veut dire que le côté respiration diaphragmatique, elle est pas sexy. Donc ça veut dire que c'est la première chose déjà qu'il faut identifier, que les personnes soient en capacité de mobiliser leur diaphragme. Déjà, s'il y a ça, c'est déjà énorme. Respiration nasale, respiration du diaphragme, donc déjà, il y a plein d'exercices qui peuvent être faits. En plus, là, je suis venu aussi pour former des personnes, donc on a appris d'autres exercices, etc. C'est-à-dire que vous allez pouvoir bénéficier effectivement d'expertise de Guillaume maintenant sur l'accompagnement des personnes justement sur ces problématiques-là. Et après, c'est les exercices qui vont être présents d'une manière générale sur les applications. La régulation stress, moi ce que je préconise, c'est toujours de travailler plutôt sur des temps d'expiration qui vont être très longs, donc des inspirations plutôt courtes, 3, 4, et des expirations plus longues. Retenez le principe que l'expiration doit toujours être le double du temps d'inspiration. Donc on inspire sur 4, on expire sur 8, on inspire sur 5, on expire sur 10. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des recherches ou des constats liés à la respiration et l'enfant devant un écran, un jeu ou autre? Alors, ce que l'on connaît depuis longtemps, c'est le lien en fait avec la luminosité. C'est-à-dire que nous avons un principe qui est rétino-hypothalamo, donc ça veut dire qu'un lien entre notre rétine et l'hypothalamus. Et en sachant que l'hypothalamus, c'est celui qui va réguler le cycle circadien. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes très sensibles à la luminosité. Nous sommes normalement régulés par rapport à ça. C'est-à-dire qu'au moment où le soleil va se lever, l'œil va capter que le soleil se lève, donc la lumière est intense, donc ça veut dire que nous allons charger les substances hormonales d'action pour nous permettre de nous mettre en mode action. Plus la lumière va baisser au fur et à mesure de la journée, plus on va basculer dans des substances hormonales de détente, donc c'est l'acétylcholine, la sérotonine, la mélatonine qui va nous permettre de dormir, mélatonine aussi qui renforce notre immunité. Donc ça veut dire que nous sommes régulés par rapport à la lumière du jour. Nous sommes des mammifères. Le fait de faire intervenir des écrans, donc de créer une luminosité artificielle qui va stimuler la rétine, forcément ça va venir dérégler ce principe-là. Surtout si l'enfant, l'ado, l'adulte va regarder un écran avec une luminosité très très forte, jusque 23h, minuit, etc. Forcément, ça va perturber ce cycle circadien. Et donc c'est là où déjà les problèmes arrivent, parce que ça veut dire que le corps il ne sait plus ce qu'il doit faire dans son adaptabilité, qui est une adaptabilité que je disais tout à l'heure, le corps est régi sur ce principe-là depuis 450 millions d'années.
Et on a remarqué d'ailleurs les études qui ont été faites par rapport à des oiseaux, puis ils ont le même principe. Les oiseaux qui vivent en ville, et notamment dans des grandes villes, on s'est rendu compte que les mêmes espèces d'oiseaux qui vivent dans la forêt, par rapport à ces mêmes espèces d'oiseaux qui vivent dans les grandes villes et qui donc sont sujettes à cette luminosité qui est beaucoup plus forte, eh bien, ces oiseaux n'ont plus, il y a un décalage dans la nidation, etc. Ils n'ont plus du tout le même cycle de vie que les autres oiseaux en forêt. Donc, forcément, ça vient perturber énormément de choses. Donc après, l'impact du jeu vidéo sur ça, c'est pas mon domaine. Voilà. Sur la respiration, en fait, parce que émotionnellement, par rapport à un jeu vidéo, émotionnellement, c'est quand même assez intense. Donc, ça agit sur... Alors, il faut savoir que le cerveau, lui, ne fait pas la différence entre, par exemple, une personne qui va rentrer dans la pièce et qui va venir nous insulter, hein, que une personne dans un film ou une pièce de théâtre. Le cerveau, lui, pense que vous êtes, par exemple, je sais pas, une pièce de théâtre avec deux personnes qui sont en conflit, une scène de ménage, ou dans un film, il y a une personne qui est en train de faire une scène de ménage. Le cerveau ne fait pas la différence. Lui, il pense que vous êtes dans la scène de ménage. Donc ça veut dire que vous vous en rendez pas compte, mais votre respiration s'accélère, votre cœur s'accélère. Donc ça veut dire que quand la personne va jouer aux jeux vidéo, c'est exactement la même chose. C'est les enfants qui sont stressés juste parce que c'est des jeux de guerre. Donc, c'est je veux dire, c'est impactant, énormément impactant. Ça veut dire que si vous avez compris par rapport à mes 3 zones, bah c'est la zone 3 qui va prendre l'ascendant pendant toute la durée du jeu. C'est ça. Et alors, une dernière question qui est arrivée entre-temps. Pour un élève TDA, comment l'aider avec la respiration en général? J'aime pas les généralités. Je préfère les particularités. Non, les enfants TDAH, de toute façon, déjà, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est de rééduquer la respiration nasale. C'est la première chose. C'est-à-dire qu'il respire par la bouche. Donc, je vais vous donner une astuce. Déjà, pour vous, pour savoir si vous respirez par la bouche ou pas. Parce qu'effectivement, on s'en rend pas compte. Hein. Quand vous allez rentrer chez vous, vous allez prendre une petite cuillère à dessert. Alors, vous pouvez mettre un petit peu de miel ou de goyave, de confiture de goyave ou d'ananas dedans. J'ai goûté ça ce matin, c'est très bon. Et donc, vous allez mettre la petite cuillère dans votre bouche, et comme si vous étiez en train de manger. Hein, et vous allez bloquer cette petite cuillère entre vos lèvres. Et vous allez vaquer à vos occupations. L'objectif, c'est pas de se mettre dans un canapé, c'est je passe d'une pièce à l'autre. Si vous avez un étage, vous montez, vous descendez, etc. En gardant la petite cuillère bien serrée dans la bouche. Et vous allez voir si, au bout d'1 minute et demie, 2 minutes, vous êtes obligé de l'enlever parce que vous êtes essoufflé, c'est parce que vous respirez par la bouche sans vous en rendre compte. Donc ça, c'est un très bon exercice justement pour les enfants TDAH, déjà pour rééduquer la respiration nasale. De dire, remuscler en fait les muscles qui vont permettre, il faut savoir que c'est la respiration nasale qui ouvre et ferme les voies respiratoires, qui contribue à l'ouverture et à la fermeture des voies respiratoires. Donc déjà, ça sera un très bon apprentissage. Après, les autres exercices, moi j'invite en fonction de l'âge de l'enfant, justement à essayer de trouver sur le petit bambou school l'exercice qui correspond à l'âge. Et ça lui fera, de toute façon, la manière dont je l'ai conçu, j'ai pensé aussi à ces enfants-là. Donc forcément, ça ne pourra lui faire que du bien. Maintenant, si c'est pareil, cette personne veut un accompagnement, des réponses plus spécifiques, même si c'est une personne qui accompagne d'autres enfants TDAH, qu'elle me contacte avec plaisir. Et j'ai pensé à quelque chose par rapport à la question de madame. Par rapport aux petits, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez l'introduire par le chant. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une expiration qui soit une expiration, par exemple, sur 5 secondes, vous pouvez demander aux enfants de chanter. Et donc, ils chantent le son, c'est le temps de l'expiration, ils inspirent, et ils chantent à nouveau le son. Et là, vous allez voir que ça va marcher. Pour rebondir sur cette fameuse respiration buccale, est-ce que donc ça veut dire, techniquement, l'homme en lui-même ne devrait pas respirer par la bouche, par le nez? Ouais, uniquement. Par la bouche, c'est une mauvaise chose. C'est une aberration pour le corps. D'accord. D'où ça vient? Parce que je veux dire, en soi, je pense que beaucoup de gens respirent par la bouche. Des fois qu'on a besoin de prendre de l'air, on a l'impression qu'en ouvrant la bouche, on en prend beaucoup plus. Oui, mais c'est parce qu'en fait, c'est une respiration buccale, c'est une respiration de danger, par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc ça veut dire que c'est une respiration qui est conduite par le cerveau à partir du moment où normalement on se retrouve en situation de danger. Le problème, c'est que parce qu'elle est ressentie justement comme du confort, les personnes prennent l'habitude de dire « Ah,
C'est plus sympa de respirer par la bouche. Le problème, c'est que, comme je viens de le dire, c'est la respiration nasale qui va créer une résistance sur les muscles du pharynx et du larynx pour permettre d'ouvrir les voies respiratoires. Donc une personne qui va se mettre à respirer par la bouche ne va pas activer justement ces muscles-là. Et donc, notamment, il faut le savoir, c'est qu'une personne qui va prendre l'habitude de respirer par la bouche, puisque ces muscles, normalement, au niveau du nasopharynx, de toute cette partie qui va descendre jusque nasopharynx, oropharynx, etc., ces muscles vont se ramollir, forcément, parce qu'ils ne sont pas utilisés. C'est comme n'importe quel muscle dans notre corps, si on ne l'utilise pas, il ramollit. Donc ça veut dire que les muscles vont se ramollir. Lorsque la personne va s'allonger pour dormir, les muscles ramollis vont tomber dans sa gorge, qu'est-ce qui va se passer? La personne va ronfler. C'est ça le ronflement. Et donc, comment faire pour bien respirer? Par le nez, diaphragme, c'est-à-dire... il va venir. On va tout vous expliquer. Par rapport à ce que vous venez de dire, donc, stretching. On fait du stretching, donc, parce que ça, je fais du stretching. Et quand on fait des exercices de stretching, c'est petite respiration avec la bouche. Ouais. C'est bien, comme ça vous avez la réponse maintenant. Vous pourrez dire à la personne, c'est pas comme ça qu'il faut faire. J'accompagne des sportifs aussi, des sportifs de haut niveau, où je leur apprends à courir ou à rouler, ils respirent uniquement par le nez pendant l'effort. Et ils voient vraiment la différence. Parce que ça a une incidence directe sur le cardiovasculaire. C'est-à-dire qu'ils voient que leur fréquence cardiaque baisse, parce qu'ils respirent par le nez. La respiration buccale, c'est une respiration de danger. En fait, c'est une respiration d'urgence, une ventilation secondaire qui est engagée par le cerveau pour répondre à un impératif de danger sur une durée courte. C'est fait exprès pour ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je pense qu'on a fait le tour des questions, en tout cas le tour des questions par Internet. Je te laisse conclure. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Bon, mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette conférence et je tiens à remercier chaleureusement nos deux intervenants, ainsi que vous qui avez participé, ceux qui ont envoyé leurs commentaires, leurs questions également, donc on vous en remercie. Donc tous ces échanges et témoignages que nous avons partagés aujourd'hui confirment que la respiration est bien devenue un outil précieux pour nos écoles, au service du bien-être et de la sérénité et de la réussite de chacun. Je formule le vœu que cette rencontre inspire de nouvelles initiatives et qu'ensemble, nous poursuivions cette dynamique collective dans l'intérêt de nos élèves et des équipes éducatives. Merci à tous pour votre présence, votre écoute et votre engagement. À très bientôt, et je dis même dans un avenir très proche, à demain soir. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Après, s'il y a besoin d'avoir des échanges en aparté, je pense que nos deux intervenants... J'arrête le partage. Hein. Ouais, c'est bon. Merci en tout cas. Merci.